Il avait 80 ans lorsque les mots ont glissé de ses lèvres, presque involontaires, comme une note trop lourde pour rester dans la gorge. La pièce était silencieuse, baignée d'une lumière jaune et faible, cette lumière que le soir dépose sur les visages fatigués. Jean-Louis Aubert se tenait près de la fenêtre, les mains immobiles, comme figé dans un souvenir qu'il n'avait jamais osé nommer. Dehors, le monde continuait de courir. Dedans, tout semblait s'arrêter. À cet âge, on pourrait croire que le pardon devient plus facile, que les années polissent les blessures. Mais lui, dans un souffle presque éteint, a murmuré une phrase qui a glacé l'air autour de lui. Je ne pourrai jamais oublier, ni pardonner, 5 personnes. Pas un cri, pas une plainte, juste une vérité nue, déposée au milieu du silence. Cet homme qui avait bercé des générations entières, qui avait rempli des stades, qui avait chanté la liberté, portait encore dans ses yeux une ombre fine, une trace que la musique n'avait jamais réussi à dissoudre. Une ombre assez vive pour survivre à tout. Mais qui étaient ces 5 visages qu'il n'avait jamais pu effacer de sa mémoire? Et pourquoi, après tant d'années, revenait-il hanter sa voix tremblante? Pour comprendre son aveu, il faut revenir bien avant les scènes, les foules et les applaudissements. Retourner aux ruelles de Paris, au début des années 1950, là où un garçon frêle apprenait déjà à se protéger du monde. Jean-Louis Aubert est né dans une famille où l'on parlait peu, où les silences pesaient parfois plus fort que les mots. Son père, militaire souvent absent, laissait derrière lui une ombre d'autorité qui imprégnait chaque pièce de la maison. Sa mère, douce mais fragile, se débattait avec les tourments intérieurs qu'elle ne partageait jamais vraiment. Dans cet univers feutré, le jeune Jean-Louis découvrit tôt que les promesses n'étaient que des fils ténus, faciles à briser. Un jour, alors qu'il n'avait que 9 ans, il entendit par hasard une dispute violente entre ses parents. Ce soir-là, il comprit que l'amour pouvait se fissurer sans prévenir, que la confiance pouvait être trahie, même par ceux que l'on croyait immuables. Cette révélation devint sa première blessure, la première note dissonante dans une vie qui allait pourtant être faite de musique. C'est aussi à cette époque qu'il trouva refuge dans une vieille guitare abandonnée dans le grenier. Les cordes rouillées résonnaient faiblement, mais pour lui, elles ouvraient un passage secret vers un monde où il pouvait enfin respirer. Chaque accord était une fuite, un murmure, un rêve de liberté. Il ne le savait pas encore, mais c'est là, dans ces instants suspendus, que naissait son incapacité future à pardonner. Car on pardonne difficilement ce que l'on a appris à craindre dès l'enfance. Les années passèrent, et ce garçon silencieux devint un jeune homme animé d'une soif brûlante, celle de partir, de chanter, de transformer ses blessures en lumière. Au début des années 70, Paris vibrait au rythme des guitares électriques, des cafés enfumés et des rêves trop grands pour tenir dans une seule pièce. Jean-Louis y trouva sa place, comme on trouve une évidence. Il forma ses premiers groupes, joua dans des caves humides, devant des amis, parfois devant personne. Mais à chaque concert, quelque chose en lui grandissait. Puis vint la rencontre décisive, celle qui le conduisit à fonder Téléphone, un groupe qui presque instantanément devint un cri d'époque. Les scènes s'enchaînèrent, les salles débordèrent, les foules reprenaient ses paroles comme si elles leur appartenaient. Pour la première fois de sa vie, Jean-Louis se sentit vu, entendu, aimé, sans condition. Mais même au cœur de la lumière, il restait cette ombre discrète, ce doute qui rongeait l'arrière-plan. La célébrité n'effaçait rien. Elle ne faisait que briller plus fort sur les fissures anciennes. Les années 80 marquèrent son apogée. Il parcourait les routes, des milliers de kilomètres, des centaines de nuits blanches. Sous les projecteurs, il offrait son âme entière. Hors scène, il redevenait l'enfant méfiant, celui qui comptait chaque geste, chaque silence, de peur de voir une promesse s'effondrer. Il apprit aussi à se méfier du succès, des sourires trop faciles, des poignées de main trop longues. Plusieurs fois déjà, il sentit la présence de la trahison, légère mais insistante, comme une corde qui se tend. Un soir, après un concert triomphal, il resta seul dans les coulisses désertes. Le monde hurlait son nom de l'autre côté du mur, mais lui, face à son reflet dans un miroir trop éclairé, aperçut pour la première fois cette fatigue nouvelle dans ses yeux. « Tout cela peut se briser d'un coup », murmura-t-il. Il avait raison. Les premières fissures n'allaient pas tarder. Cette ascension fulgurante, ce bruit immense, n'était qu'un prélude.
La chute, elle, viendrait plus tard, et elle laisserait 5 noms qu'il n'oublierait jamais. La rupture n'est jamais un moment précis. C'est un glissement, une lente déchirure. Pour Jean-Louis, elle commença le jour où la confiance, déjà fragile, éclata pour de bon. Ce fut la fin de Téléphone, une séparation que le public n'a jamais réellement comprise. Pour lui, ce n'était pas seulement la fin d'un groupe, c'était la fin d'une famille qu'il croyait indestructible. Les paroles échangées étaient trop dures, les regards trop froids. Ce soir-là, il comprit que même les liens forgés dans la lumière peuvent se briser dans l'ombre. Puis il y eut cette histoire d'amour qui s'effondra sans un bruit, laissant derrière elle une pièce vide et un parfum qui mettait des semaines à disparaître. Il n'avait jamais vraiment su pourquoi elle était partie. Il avait seulement compris que parfois, la douceur ment aussi. Mais le pire fut sans doute le sentiment d'abandon progressif, ce moment où l'on réalise que le monde continue de tourner sans vous. Les amis qui s'éloignent, les promesses qui s'effacent, les silences qui deviennent des murs. Ce fut à cette époque que les 5 noms commencèrent à se dessiner en lui, comme gravés au couteau dans un bois trop tendre. Depuis, ils ne l'ont plus jamais quitté. 5 noms. 5 visages que les années n'ont jamais réussi à effacer. En parlant, Jean-Louis semblait fouiller dans une mémoire qui tremblait légèrement, comme si chaque souvenir avait été enfermé trop longtemps dans une pièce sans lumière. Il inspira profondément, puis laissa les mots couler, lents, lourds, presque sacrés. Le premier nom fut celui de Marianne. Elle avait été un refuge lumineux, une douceur dans un monde où tout allait trop vite. Leur histoire, simple et fragile, semblait faite pour durer. Elle connaissait ses peurs, ses manques, ses élans. Elle savait comment faire taire le vacarme intérieur qu'il n'avouait à personne. Mais un matin, elle disparut. Une lettre, quelques mots posés sur la table, et ce fut tout. Le silence prit la place de sa voix. Ce qu'il ne put jamais pardonner, ce n'était pas qu'elle soit partie, mais qu'elle ait détruit en un instant la première confiance qu'il avait réussi à offrir. Ce nom resta, doux amer, comme une mélodie interrompue trop tôt. Le deuxième nom fut celui d'un ami, ou plutôt d'un homme qu'il avait considéré comme un frère. Ils avaient tout partagé, la musique, les débuts incertains, les soirées à refaire le monde. Mais un jour, cet ami décida de tracer sa route sans lui. Il signa un contrat important, détourna un projet qu'ils avaient construit à deux et ne regarda plus jamais en arrière. Le geste fut net, presque clinique. Ce qu'il ne pardonna jamais, ce n'était pas la trahison professionnelle, mais la facilité avec laquelle leur fraternité avait été effacée. Une seule décision, et 10 ans de loyauté s'étaient évaporés. Ce deuxième nom laissa une cicatrice vive, trop vive pour être ignorée. Le troisième nom appartenait à sa propre famille. La blessure la plus intime, la plus silencieuse. Pendant des années, il avait attendu une parole, un signe, une reconnaissance qui n'était jamais venue. À chaque tentative de rapprochement, il se heurtait à une froideur polie, à un mur de non-dits. On lui reprochait ses absences, son métier trop prenant, son succès jugé superficiel. Il aurait voulu qu'on comprenne qu'il n'avait jamais cherché à fuir, seulement à respirer. Mais rien n'y fit. Ce qu'il ne pardonnait pas, c'était cette incapacité à le voir tel qu'il était devenu, cette manière de le réduire à un adolescent éternellement fautif. Ce troisième nom pesait comme un hiver intérieur. Le quatrième nom ne désignait pas une personne, mais un ensemble de voix, une partie du public, celui-là même qui avait crié son nom, porté sa musique, transfiguré ses concerts en mémoire collective. Mais lorsque Jean-Louis choisit une voix musicale plus intime, plus personnelle, une partie de ses voix se retourna contre lui. Certains l'accusèrent de le trahir, d'oublier ses racines, de se prendre trop au sérieux. Les attaques furent rapides, brutales, parfois humiliantes. Ce qui blessa profondément, ce n'était pas la critique, il en avait l'habitude, mais la facilité avec laquelle l'admiration pouvait se transformer en rejet. Il comprit alors que le public peut être à la fois refuge et tribunal. Et ce quatrième nom, impersonnel et immense, résonnait comme un écho difficile à faire taire. Puis vint le cinquième, le plus redouté,
celui qu'il prononça dans un souffle presque imperceptible. Le cinquième, c'était lui. Il ne se pardonnait pas les années perdues, les nuits où il avait préféré la route à ceux qui l'attendaient, les excuses qu'il n'avait jamais formulées. Il ne se pardonnait pas d'avoir parfois utilisé la musique comme une fuite plutôt que comme une vérité. Il ne se pardonnait pas d'avoir laissé certaines relations s'effondrer sans se battre. Parfois, il se disait qu'il avait vécu pour deux, l'enfant blessé qu'il avait été et l'artiste adulé qu'il était devenu. Mais aucun des deux n'avait vraiment trouvé la paix. Voilà pourquoi ce cinquième nom était le plus lourd, parce qu'il ne pouvait ni l'oublier ni s'en éloigner. Parce qu'il vivait en lui, dans chaque chanson qu'il avait écrite, dans chaque silence qu'il avait laissé derrière. 5 noms, 5 fractures, 5 vérités trop humaines pour disparaître. Le soir tombait doucement lorsqu'il termina son récit. La lumière glissait lentement sur les murs, étirant les ombres comme si elle voulait écouter jusqu'au dernier mot. Jean-Louis Aubert resta immobile, les mains posées sur ses genoux, le regard perdu quelque part entre hier et aujourd'hui. On aurait dit qu'il parlait encore, même dans le silence. Il sourit faiblement, un sourire fragile mais vrai. Peut-être que la vie n'est rien d'autre qu'un long apprentissage du pardon, dit-il en fermant les yeux. Pourtant, dans son souffle, on sentait la fatigue d'un homme qui avait trop longtemps porté des poids invisibles. Au fond de la pièce, sa guitare reposait contre un mur, témoin muet de toutes ses batailles, de toutes ses renaissances. Un rayon doré effleura les cordes, comme une dernière caresse. Et alors, une question s'imposa. Deux, en réalité. Peut-on vraiment vivre en gardant ses blessures serrées contre soi? Ou faut-il parfois accepter que certaines douleurs ne disparaissent jamais, mais apprennent simplement à ne plus faire mal? La pièce retomba dans un silence profond, un silence qui ressemblait à un souffle qui ressemblait à une délivrance.